Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce nouveau numéro du Journal des Sciences. Au sommaire cette semaine, la pyramide de Khéops et son nouveau mystère, l'effet néfaste de la pesanteur sur le cerveau des astronautes, un fleuve, le Rhin, et sa reconquête, et des scientifiques polonais qui se sont intéressés au cœur de Frédéric Chopin. Cette nouvelle a fait le tour du monde. Une cavité a été découverte dans la grande pyramide de Khéops. Longue de 30 mètres et située à quelques 65 mètres au-dessus du sol, elle a été radiographiée par une équipe internationale réunie sous le nom de Scan Pyramide. C'est grâce à des instruments conçus pour la physique des particules qu'une cavité inconnue jusqu'alors a été découverte au cœur de la pyramide de Khéops, la grande pyramide de Gizeh, construite il y a plus de 4500 ans en Égypte. Les dimensions de cette cavité sont comparables à la grande galerie qui se trouve au centre de la pyramide et dont l'existence est, elle, connue de longue date. 3 instruments japonais et français ont été déployés pour obtenir cette description. Les 3 recourent à l'image muonique. Les muons sont des particules cosmiques qui pleuvent sur Terre de manière continue. Comme les rayons X pour la radiographie, ils permettent de dessiner des zones de densité différentes à partir de la position et de la direction de chaque muon. Prudemment, les auteurs de l'étude déclarent être agnostiques vis-à-vis des théories, parfois fantaisistes sur la construction de Khéops. Ils se gardent donc soigneusement de toute interprétation, se contentant de documenter solidement l'existence de la grande cavité. Pour en savoir davantage, les spécialistes de la détection muonique devront donc passer le relais aux égyptologues. Seule certitude pour l'instant, cette cavité, vu ses dimensions, a sans doute été volontairement construite. Il paraît peu probable par ailleurs que, vu ses dimensions, ce vide ait été aménagé pour répartir les charges au sein de la gigantesque construction de Khéops. Quelle est donc son utilité? Antichambre, chambre funéraire, cette nouvelle découverte n'a pas manqué de relancer les débats récurrents sur la pyramide, mais il est trop tôt pour avancer une hypothèse solide. Partons maintenant en direction des Pays-Bas. C'est là en effet que le Rhin, qui est une des voies navigables les plus fréquentées de la planète, se jette dans la mer du Nord. Le fleuve a longtemps été considéré comme écologiquement sinistré. Mais grâce à des mesures conduites depuis une quinzaine d'années, la biodiversité commence à réapparaître. Long de plus de 1200 km, le Rhin traverse la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne et finit sa course aux Pays-Bas en formant un immense delta jusqu'à la mer du Nord. Les deltas sont généralement des écosystèmes riches en biodiversité végétale et animale. Mais en raison de la pression démographique, du trafic et de la pollution des eaux, l'écosystème du delta du Rhin a été très dégradé. Une des mesures prises par les pouvoirs publics a été de restaurer et de créer des chenaux secondaires le long du fleuve pour restaurer la biodiversité sans entraver le trafic et l'activité économique. Situés en amont et en aval du lit principal, ces bras morts naturels et artificiels poursuivent plusieurs objectifs. Ils sont d'abord utiles pour prévenir le risque d'inondation. Ils isolent ensuite la faune et la flore du trafic fluvial, et en particulier des vagues créées par le passage des péniches. Les relevés et les observations conduites par plusieurs universités néerlandaises montrent que depuis une quinzaine d'années, la biodiversité regagne du terrain. Des espèces de poissons en voie d'extinction réapparaissent et la végétation reprend ses droits. Au-delà de ce constat, les chercheurs étudient maintenant l'impact des vagues sur l'érosion des berges. Les images capturées par un drone vont aussi permettre de modéliser le milieu. L'un des enjeux de cette modélisation est de savoir si le retour d'une végétation plus haute et plus dense ne fait pas courir un risque en termes d'inondation. Affaire à suivre. Ostéoporose, atrophie musculaire, circulation sanguine défaillante, cancer dû aux radiations, on le sait, voyager dans l'espace pourrait ne pas être une promenade de santé. Et cette liste des effets néfastes pour le corps humain est probablement loin d'être exhaustive, comme le montre une étude récente sur le cerveau des astronautes ayant séjourné dans l'espace. Pour la première fois, une équipe de neuroradiologues américains a pu comparer les IRM de cerveau d'astronautes avant et après leur séjour dans l'espace. Parmi ces astronautes, 18 ont effectué un séjour de longue durée avec un temps de vol moyen de près de 6 mois et 16 ont effectué des missions courtes de quelques jours.
Les médecins qui ont observé les clichés ne connaissaient ni le nom des astronautes, ni la durée de leur séjour dans l'espace. Or, leurs résultats montrent que dans la plupart des cas, le cerveau a été affecté par le voyage dans l'espace, particulièrement chez les astronautes ayant effectué des séjours de longue durée. Un rétrécissement du sillon central a pu être observé chez 17 des 18 astronautes ayant effectué des vols de longue durée, alors que cette anomalie n'est survenue que chez 3 des 16 astronautes partis en mission courte. En outre, un déplacement du cerveau vers le haut a été constaté chez 12 astronautes après des vols de longue durée. Ces observations demandent à être approfondies, mais elles confirment une fois de plus que le corps humain est un des principaux obstacles à l'exploration spatiale. Saviez-vous que Frédéric Chopin, comme beaucoup de ses contemporains, était aphophobe? En d'autres termes, il craignait d'être enterré vivant dans sa tombe. Or, grâce à cette curieuse phobie, les scientifiques polonais viennent d'établir avec une quasi-certitude les causes de la mort du célèbre compositeur et pianiste. En 1849, Frédéric Chopin rendait son dernier souffle à l'âge de 39 ans, vraisemblablement des suites d'une tuberculose. Par peur de se réveiller dans son cercueil, le compositeur avait demandé, comme son père avant lui, à ce que son corps soit ouvert avant l'enterrement et que son cœur lui soit retiré. Frédéric Chopin a été inhumé à Paris, dans le cimetière du Père-Lachaise. Son cœur, en revanche, a été ramené dans son pays natal, la Pologne. Vénéré encore aujourd'hui, le cœur du musicien est conservé dans une urne de cristal remplie de cognac, placée dans un pilier de l'église de la Sainte-Croix, à Varsovie. Or, depuis la Seconde Guerre mondiale, personne n'a été autorisé à observer ce flacon jusqu'à cette nuit d'avril 2014 où des chercheurs de l'Académie des sciences de Pologne ont eu le droit d'examiner la précieuse relique. Les scientifiques n'ont eu le droit d'observer le cœur qu'à travers l'urne de cristal et aucune photo n'a été autorisée à être diffusée. Mais d'après les chercheurs, dont les conclusions viennent d'être publiées dans The American Review of Medicine, le cœur baigne toujours dans le cognac et reste bien conservé. Un examen attentif a permis de découvrir qu'il était recouvert d'une fine couche de fibres blanches et qu'il présentait également de petites lésions. En 2008, une équipe émettait l'idée que Frédéric Chopin était atteint d'une mucoviscidose. Ce nouvel examen tend plutôt à confirmer que le compositeur souffrait bien de tuberculose et qu'il est mort des suites d'une péricardite, une complication rare de la maladie. Ce journal est maintenant terminé. Rendez-vous le 8 décembre pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. À bientôt.